amis, bienvenue en notre nouvelle émission La parole aux écrivains dans le cadre de notre cercle Le Rendez-vous Rive Gauche. Aujourd'hui avec un grand journaliste, Alberto Toscano. Bonjour Alberto. Buongiorno Christine. Merci Alberto d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie, je suis même émue car tu es une véritable légende à Paris, un grand journaliste politique italien. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter ta dernière publication Ti amo Francia, publiée chez Armand Collin. Alors, pour nos amis, juste, tu contribues depuis de nombreuses années à témoigner de ce lien fraternel, culturel qui existe entre nos deux pays. D'ailleurs, je suis très fière de te compter parmi nos amis, les membres du jury dans le prix. J'ai créé le prix Marco Polo Venise. Et moi, je suis très fier d'y être. Merci Alberto. Donc, mes amis, vous voyez à l'image tous les autres membres du jury et d'ailleurs l'information que la 4e édition se déroulera le vendredi 2 octobre à Venise, bien sûr, dans son écrin, l'Université internationale de Venise. Nous y reviendrons évidemment. Mais alors, ton essai, récit, reportage, je ne sais pas comment le définir, mais c'est un genre, il est très riche. Tu as voulu nous présenter les Italiens, depuis la Renaissance, parce que tu commences avec Léonard de Vinci, qui ont largement contribué à créer notre histoire de France. Donc, tu vas nous raconter. Mais pourquoi, d'abord, avoir publié ce récit, ce reportage, aujourd'hui, précisément, Alberto? Christine, tout d'abord, merci pour ton invitation et merci à ceux qui regarderont ce petit récit et cette petite conversation entre toi et moi. La réponse tient à un élément. L'émigration italienne en France a eu une importance énorme pour la France et pour l'Italie. Pour l'Italie, on sait, l'Italie a traversé des périodes très difficiles de son histoire. Il y a eu la misère. Je pense à la phrase que Lazare Ponticelli a dit quand il a vécu à nouveau son histoire en la racontant devant une chaîne de télévision, devant une caméra. Il a dit « Je fuis la misère ». Alors, l'importance de cette émigration gigantesque du point de vue italien est le fait que dans les périodes difficiles de son histoire récente, l'histoire de ces 2 derniers siècles surtout, les Italiens, beaucoup d'Italiens, ont traversé les Alpes pour trouver un travail, parfois pour trouver la liberté. La famille d'un certain Yves Olivi, Yves Montand, Oui. a traversé les Alpes de Toscane à Marseille pour chercher la liberté à l'époque du fascisme. La famille d'un certain Emmanuel Ungaro a traversé les Alpes de Pouille jusqu'à Aix-en-Provence pour chercher la liberté à l'époque du fascisme. Donc, dans les moments difficiles de son histoire, beaucoup d'Italiens ont redécouvert ce lien historique qui existe depuis des siècles et des siècles avec la France pour arriver en France. Et en France, ils ont fait un miracle. Ce miracle s'appelle intégration réussie. Le succès de l'intégration italienne en France est évident, énorme, tellement énorme qu'on n'en parle même plus. Parce que les Italiens sont devenus tellement français qu'on a oublié parfois leur origine. Et c'est là que je dis, cette migration qui a été un phénomène à succès, important pour l'Italie et important pour la France, mérite aujourd'hui d'être redécouvert parce que, justement, son succès est tel
qu'on a quelque part oublié la mémoire. Et ça paraît une contradiction, oublier la mémoire. Mais tu comprends très bien, ainsi que tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, ce que je veux dire. Cette mémoire d'une migration réussie mérite d'être découverte. Mais est-ce que c'est parce que souvent l'histoire rassemble, la mémoire divise? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de rappeler ce chemin que nous avons effectué ensemble et qu'il s'agit aussi de continuer? Nous avons l'Europe à continuer à construire. Sans aucun doute, nous avons en but aujourd'hui une tâche historique de bâtir l'Europe ensemble. Et c'est justement à ce moment que nous pouvons découvrir qu'on est le même peuple, français et italien. Les Français d'origine italienne sont tellement nombreux qu'on est pratiquement le même peuple. Et on a une responsabilité aujourd'hui vis-à-vis du destin de futures générations françaises, italiennes et européennes. Et moi, dans ce livre, j'ai choisi des personnages. Oui, ce livre n'est pas un catalogue d'Italiens de France. Ça n'aurait intéressé personne. J'ai choisi des personnages qui, à mon avis, ont laissé une trace. Et parfois, il aurait dû laisser une trace et ces traces ont été oubliées et elles méritent d'être découvertes. Donc, les personnages dont je parle dans ce livre sont quelque part la partie émergée d'un iceberg gigantesque, l'iceberg, je le répète, de la grande migration italienne en France. En fait, à travers le rappel de certains noms, alors que nous connaissons, qui font partie de notre patrimoine, si on prend des artistes comme Ventura, Dalida, Coluche, enfin, à travers Pierre Cardin, leur histoire, donc, qui nous fait à nouveau rêver, tu souhaites rendre un hommage à ceux que nous ne connaissons pas, mais qui sont ceux qui ont participé à cette contribution économique, sociale aussi, peut-être, et qui ont fait la guerre, aussi, les guerres. Sans doute. Écoute, je reviens à Ponticelli. 2008, le président de la République de l'époque rend un hommage national aux Invalides au dernier des poilus français de la Première Guerre mondiale, Lazare Ponticelli. Détail, Lazare Ponticelli, quand il a combattu la Première Guerre mondiale, n'était pas français, il était italien. Il n'avait pas de passeport français. Il s'est engagé volontaire dans la Légion étrangère. Or, le symbole français de la Première Guerre mondiale auquel le président de la République rend l'hommage national est quelqu'un qui, dans son histoire, dans son passé, dans sa chair, exprime le fait que les Français et les Italiens sont le même peuple. C'est une histoire franco-italienne, parfaitement franco-italienne, celle de ce monsieur qui se bat en guerre, tout d'abord en France, ensuite en Italie. L'ennemi est le même, l'alliance entre Autriche et Allemagne. Et ensuite, il rentre à Paris, il devient un entrepreneur à succès. Il meurt bien après avoir soufflé sa 100e bougie et il devient un symbole de la France entière. Qu'est-ce qu'il y a de plus franco-italien que lui? Et ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, combien de Français qui se sont battus dans la résistance, qui sont morts dans la résistance. Certains fusillés au Mont Valérien étaient en réalité des Italiens. Ils n'avaient même pas le passeport français, c'était des fils de migrants italiens, des familles qui attendaient à avoir la nationalité française. Et ils sont morts dans la résistance française. À Nanterre, d'ailleurs, on la connaît parce que c'est le siège de la police, de la direction de la police. Il y a la rue des Trois Fontaneaux. Mais ça, on ne doit pas dire Fontaneaux, il faut dire Fontanotte, parce que c'est un nom de Vénétie, de Frioul. Hein? Et donc, on prononce Fontanotte, la T finale. C'est trois cousins germains, dont 2 étaient frères, ont été massacrés par les nazis pendant la résistance. Ils se battaient, ils sont morts à l'âge d'une vingtaine d'années pour la France. Morts pour la France, ils étaient italiens.
n'était pas français. Donc, combien d'histoires oubliées, comme celle des résistants fusillés, aujourd'hui méritent d'être redécouvertes. Elles doivent être découvertes. Je lance, je dirais presque un défi, mais surtout une prière aux historiens de métier. Quand tu as eu la gentillesse de dire je suis journaliste, mon métier n'est pas celui d'enseigner l'histoire, même si j'ai été pour une courte époque enseignant d'histoire contemporaine à l'Université de Milan. Mais je fais un autre métier. Mais pourquoi les historiens de métier ne font pas plus d'efforts pour retrouver la mémoire de ces jeunes Italiens fusillés parce qu'ils se battaient pour la liberté de la France pendant la Seconde Guerre mondiale? Et enfin, il y a tout un chapitre dans mon livre qui pour moi est spécialement important, les troupes d'occupation italiennes, à Nice, à Grenoble, à Toulon, et dans d'autres, à Chambéry, entre 1942 et 1943, ont, pendant 10 mois d'occupation italienne de cette partie de la France, sauvé des milliers et des milliers de Juifs, dont Robert Badinter, qui a accepté de me raconter son histoire personnelle, et chose qui pour moi est très, très importante. Oui, d'ailleurs, tu rapportes ce témoignage-là dans ton livre. Tu parles également même de Simone Veil, avec Serge Gartel, au moment de l'arrivée des Italiens. Simone Veil vit à Nice aussi avec sa famille. Donc, c'est une époque aussi qui doit être gravée dans le marbre aussi. Hein. Sans doute, sans doute. Tant que Nice a été occupée par les Italiens, Simone Veil a pu, avec sa famille, vivre. Évidemment, c'était la guerre et les temps étaient durs, mais vivre, voire survivre quand même à Nice. Et après, quand les Italiens ont été chassés par les Allemands en septembre 1943, et Nice a été occupée par les Allemands, alors d'ailleurs, la complicité des vichistes a pu jouer entièrement. Tu sais, à Grenoble, au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble, il y a une lettre qui est exposée au public. C'est la lettre du général des troupes d'occupation italienne qui dit au préfet vichiste, à partir d'aujourd'hui, je suis l'occupant, c'est moi le patron, et tu arrêtes de persécuter les Juifs. Mais c'est quand même significatif. Ces Italiens étaient du mauvais côté de l'histoire, évidemment. Ils étaient une force d'occupation en tant qu'alliés de l'Allemagne. Mais malgré ça, ils ont sauvé des Juifs, beaucoup de Juifs. Et encore aujourd'hui, à Saint-Martin-Vésubie, il y a une plaque qui rend hommage à ces troupes d'occupation italiennes qui ont contribué à sauver des milliers de Juifs. Est-ce que c'est normal qu'il y ait aujourd'hui une plaque qui rend hommage à une force d'occupation? Évidemment, la force d'occupation italienne de cette partie de la France, pendant 10 mois, entre 1942 et 1943, a été une force d'occupation qui était du mauvais côté, mais qui avait parfois de bons sentiments. Alors, tu souhaites que nous nous souvenions, ça va au-delà du souvenir, puisqu'il s'agit de faire revivre une mémoire. C'est parce que bien qu'on ait on le voit dans notre prix, le lien est quand même solide entre la France et l'Italie, ce lien fraternel, je dirais presque charnel. Il a besoin cependant d'être encore consolidé et que ce témoignage, ce merci, cette gratitude même que nous pourrions dire à l'égard des Italiens n'a pas été suffisamment célébré pour toi? Il ne s'agit pas, à mon sens, seulement de gratitude, parce que les Italiens aussi ont de quoi être très reconnaissants à la France. Si cette multitude de migrants a pu s'intégrer en France, c'est aussi parce que la France les a accueillis. Il y a eu des problèmes, on le sait très bien. Il y a eu des moments difficiles. Cavana raconte de ce qu'il a vécu à l'école primaire et comme ses copains d'école se moquaient de lui à cause de ses origines. Mais, malgré tout, il y a eu un accueil de la France par rapport à l'immigration italienne. Et les mots clés de ce succès ont été deux: école, l'école primaire de la République française, qui a aidé
Donc, il y a au moins un dans le message passé. pour faire passer. L'immigration et l'autre, c'est le travail. La volonté de ces Italiens, de ces migrants italiens de travailler, travailler, travailler et encore travailler. Dans les mines de Lorraine, comme dans les chantiers de la France entière, comme dans les campagnes du sud de la France, notamment du sud de la France, après la Première Guerre mondiale. Beaucoup de territoires de campagne ont survécu, ont été relancés dans leur économie grâce à l'arrivée des paysans italiens. Donc, ces deux mots-clés, école et travail, sont fondamentaux. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de migration. Oui. Et alors, réfléchissons à cette histoire, réfléchissons à ces moments et réfléchissons à l'actualité, comme tu dis, de cette relation franco-italienne qui n'est pas seulement économique, qui n'est pas seulement parfois politique, mais qui est surtout et souvent culturelle. Et donc, c'est toi qui devrais parler de ça, parce que c'est toi qui as inventé le prix Marco Polo Venise, qui a eu le succès qu'on connaît, heureusement, et qui permet à des livres italiens, des romans italiens traduits en langue française, d'être mieux connus sur le sol français. Oui, là, c'est sûr que dans notre aventure littéraire et humaine de notre prix, c'est dans le droit fil du message des valeurs que tu défends, de ce lien en récompensant un roman italien traduit en français, récompensant l'écrivain et le traducteur en même temps. Nous participons tous ensemble, avec tous les membres du jury et son président, à assurer ce passage de la langue, ça nous y tenons beaucoup, mais en même temps, évidemment, aussi de cette mémoire, parce qu'à travers les livres, le livre transcende quand même ce réel, transcende toute la réalité que nous vivons. Et comme ce sont des romans italiens qui sont traduits en français, nous pouvons en France faire célébrer toute votre richesse. Un mot encore juste avant d'aller, parce que je sais que tu as un coup de cœur. Comment as-tu procédé? Parce qu'il est quand même plus de 300 pages. Vous verrez mes amis, c'est d'une très très grande richesse. As-tu fait le choix? Parce qu'il a fallu quand même choisir. Ah oui, oui, le choix des personnages a été Oui, compliqué. Alors, j'ai mis des personnages hyper connus, Léonard de Vinci, oui. de Vinci, Catherine de Médicis. Et là, je les ai traités d'une façon un peu particulière avec l'aide d'experts de certaines matières, Madame Cinzia Pasquali, qui au Louvre a restauré certaines des œuvres de Léonard de Vinci. Et pour Catherine de Médicis, évidemment, j'ai choisi un angle différent que l'histoire pure simple, et c'est un peu l'angle de la gastronomie, parce qu'elle a amené avec elle, en France quand même, des cuisiniers qui ont contribué à faire la France gastronomique telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc j'ai choisi ces personnages très connus en parlant d'eux d'une façon particulière. Et ensuite, je parlais de personnages dont on a oublié qu'ils sont italiens. Lagrange, qui c'est qui est Lagrange? La rue Lagrange, à côté de Notre-Dame. Mais Lagrange était tourinois. Et je ne sais pas et combien d'autres personnages qui, Goldoni, on sait qu'il était vénitien, mais quand même, il a passé à Paris plus de 30 ans. Qui c'est que Scaramouche, le personnage de Scaramouche, le masque de Scaramouche, et un masque de la comédie italienne. Il a été amené à Paris par un grand personnage de la commedia dell'arte, qui était le napolitain Tiberio Fiorilli, un génie du théâtre italien, un génie de l'improvisation et grand ami de Molière, d'ailleurs. Alors, on connaît Lully, on connaît Lully était florentin, c'est bien. Donc, Rossini a contribué dans le début du 19e siècle, a contribué, et à la moitié du 19e, à faire, à bâtir, bien sûr, l'art musical, le grand compositeur, mais aussi le bon vivant, aussi à bâtir certains de mœurs
français, de l'art de vivre à la française. Et on pourrait continuer, bien sûr, Tchernouski, le musée Tchernouski Oui, à Paris. C'était en italien. Il l'italien. s'était battu dans la République romaine, avant à Milan contre les Autrichiens, ensuite de la République romaine en 1849. Et on pourrait continuer. J'ai aussi choisi des personnages très peu connus en France, comme la princesse de Belgioioso, qui a vécu à Paris dans la première moitié du 19e et qui a contribué à créer un certain esprit romantique au nom de son enthousiasme pour le Risorgimento et l'unité nationale italienne. Et évidemment, beaucoup d'autres personnages. Tu as cité Dalida, Yolanda Cristina Gigliotti, calabraise, d'une famille calabraise qui allait vivre en Égypte. Et ces migrants italiens en Égypte étaient de personnes de grande culture, de familles de grande culture, qui ont parlé, on dit, l'italien mieux que les Italiens et le français mieux que les Français. Et ces communautés italiennes, parfois, suite à une migration politique à la fin du 19e siècle, se sont bien installées. Et Dalida vient de cette famille calabraise d'Égypte, comme Claudia Cardinale, elle vient d'une famille de migrants siciliens en Tunisie, ensuite devenue Claudia Cardinale, et aujourd'hui un drapeau commun du cinéma français, du cinéma italien, dans la marque de l'Italie dans le cinéma français est évidente, comme d'ailleurs la marque du cinéma français à l'intérieur du cinéma italien. Enfin, on pourrait continuer longtemps. J'ai aussi choisi des personnages qui me plaisaient et qui me plaisaient beaucoup. Voilà les deux couvertures du livre, l'édition française et l'édition italienne. Italienne. Oui, oui. L'édition italienne vient d'apparaître. Je l'ai écrit en français et ensuite il a été traduit en italien. L'inverse de notre prix. Alors, Alberto, tu voulais présenter à nos amis un coup de cœur. Ah oui, un coup de cœur qui est un livre sur le Japon. Moi, aujourd'hui, on parle énormément du Japon. Et parfois, on en parle sans bien le connaître. Cette fois, nous avons la chance de trouver un livre sorti qui vient d'apparaître en Italie, le livre de Mario Vattani, qui connaît parfaitement le Japon et qui est en même temps, un diplomate, qui est en même temps un livre utile pour ceux qui veulent voyager dans ce pays, voyager ou vivre dans ce pays, et utile pour ceux qui veulent tout simplement comprendre ce pays. Parce que Mario Vattani parle du mythe du Japon. C'est vrai, le Japon est un mythe, mais ce livre ouvre une porte sur la philosophie du Japon, de son histoire, de son peuple. On a beaucoup de convergences avec les Japonais aujourd'hui. Français, Italiens, Japonais, Américains, Anglais, Allemands, on fait partie tous ensemble de ce qu'on appelle le groupe de 7, les 7 pays plus industrialisés. On est quelque part à la manœuvre dans la finance de la planète Terre. Mais le Japon n'est pas une économie. Il est une économie qui a eu un succès énorme, qui a su se relancer après la Seconde Guerre mondiale, une économie qui a su proposer des technologies aujourd'hui à l'avant-garde planétaire, mais il est un succès économique parce qu'il y a une particulière forme de société. Cette forme de société existe parce qu'il y a des traditions. Et cette tradition existe parce qu'il y a une conception de l'homme et de la nature, de son environnement et de l'ensemble des relations entre hommes et évidemment entre groupes de personnes. Donc, ce livre est une porte sur entre guillemets, une planète qu'on considère loin de nous et qui en réalité est proche de nous parce qu'on est tous ensemble engagés dans l'effort pour bâtir des relations internationales nouvelles et plus équilibrées. Donc, c'est une approche plus, il nous donne une lecture, Mario Vattani, sociologique et en même temps spirituelle. C'est un peu le culturel. Et culturel. Avec beaucoup de culture sur ce phénomène du mythe
Japon. Le titre est Svelare il Giappone. Le livre est malheureusement sorti seulement en italien, parce qu'il mérite d'ailleurs en Italie, il a eu un succès immédiat. Il vient de paraître. C'est aussi pour ça que je le propose comme un coup de cœur personnel, parce qu'il vient de paraître. Et malgré qu'il soit en vente seulement depuis très peu de temps, il a déjà une très bonne position sur le terrain des ventes en Italie. Svelare il Giappone, révéler, découvrir, expliquer le Japon, de Mario Vattani, édition Giunti, maison d'édition italienne, en vente à Paris, entre autres, hein, chez notre grande amie Florence. Voilà, à Paris. Alors pour nos amis, je te laisse faire la pub de Florence. Voilà, oui, parce que c'est une grande famille hein, franco-italienne. Donc, ce livre de Mario Vattani qui a réel succès en Italie, donc le coup de cœur. Pour nos amis qui lisent l'italien, vous le trouverez précisément à la Libreria, la grande librairie, la Libreria, dans le 9e arrondissement, qui est tenue par notre amie Florence Pau, qui est également membre de notre jury. Donc, alors, disons aussi l'adresse, rue Faubourg-Poissonnière, hein, voilà. Au métro Poissonnière. Voilà, vous avez toutes les informations. Faubourg-Poissonnière. Voilà. On a donné toutes les informations. Et puis, l'année prochaine, il sera certainement traduit en français parce que nous participons, comme je le disais, à ce passage entre l'Italie et la France. Eh bien, merci Alberto. Merci à toi, Christine. À très vite se retrouver. Hein. Et merci à tous ceux qui regardent ce clip. Oui, ils sont nombreux. Alors, mes amis, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine émission. La parole aux écrivains.